Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Face à Face sur Africain, le premier média basé en France entièrement dédié à la diaspora d'Afrique francophone. Moi, c'est Fatou Abdoundiaye. Je reçois aujourd'hui Ahmed Diallo. Il est le coordonnateur de Gorhubes Anta, Alliance nationale pour la transparence et l'abondance. Il est également acteur politique sénégalais, un leader politique. Ahmed Diallo, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Fatou, merci pour l'invitation. J'espère que nous allons faire une belle émission qui servira les Sénégalais. Très bien. Ahmed Diallo, vous avez été tête de liste de la coalition Gorhubes lors des dernières élections législatives. Vous avez fait une très belle campagne avec un très bon contrat de législature. Comment expliquez-vous aujourd'hui vos résultats en deçà de vos espérances? Alors effectivement, nous sommes partis en campagne avec des objectifs clairs. C'est d'abord de dire au peuple sénégalais que nous sommes dans l'ère de rupture. Donc après avoir élu le président Bassirou Diomaye Faye le 24 mars 2024, nous avions pensé que le pays devait changer dans son mode de fonctionnement. C'est-à-dire, le parti au pouvoir avait toujours la majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Cela a toujours été le cas depuis Léopold Sédar Senghor. Et cette fois-ci, notre parti a voulu offrir aux Sénégalais la possibilité de choisir d'autres patriotes, d'autres panafricains, pour aller à l'Assemblée nationale protéger la volonté du peuple sénégalais. Donc nous avons expliqué aux Sénégalais, nous sommes dans la grande famille des patriotes, des panafricains, des souverainistes, mais cette grande famille-là, il y a une partie qui est le parti passif, qui a pris le pouvoir exécutif. Nous, notre parti, Gorhubes, pense que pour protéger la volonté qui a triomphé au 24 mars, il fallait que d'autres gens, avec une certaine indépendance, puissent aller à l'Assemblée nationale et défendre cela. Mais cela, nous ne l'avons pas fait seulement avec une volonté simple. Nous avons proposé un contrat de législature assez bien fourni que nous avons publié très tôt et nous avons fait campagne sur cette thématique. Donc la politique, c'est que quand on a une vision, quand on a un projet, on le propose aux Sénégalais, on leur explique et puis ensuite ils feront leur choix. Maintenant, Gorhubes, si on analyse techniquement, ce qui s'est passé, c'est que Gorhubes n'a pas été à 10% de ses capacités. Donc dans les zones où on pouvait faire le plein de voix, dans le département de Mbour, dans le département de Bambey, Vélingara, Saint-Louis, les résultats ont été en deçà des espérances pour plusieurs raisons. Bon, qu'on ne va pas expliquer ici, mais des raisons, voilà, des questions de ressources et d'autres raisons qui font que dans ces zones-là, on sait que la base de Gorhubes est pleinement implémentée, mais durant la campagne, nous avons pu mobiliser suffisamment de personnes qui votaient avant pour Gorhubes. Donc voilà. Et aujourd'hui aussi, l'élection, il faut dire que c'était une élection un peu référendaire. Il y avait voilà, le choix entre la partie, la grande coalition PASTEF ou bien les autres coalitions. Et du coup, voilà, les résultats qu'on a eu, on a eu 15 510 voix. C'est très en deçà de nos espérances, c'est très en deçà. Et lors des dernières élections locales, vous avez eu combien? Effectivement, c'est très en deçà des capacités de Gorhubes qui était sorti avec 60 000 voix et qui s'est élargi depuis lors. Mais après, bon, on se satisfait du fait que quand on regarde les résultats, il y a eu des candidats à l'élection présidentielle passée. Gorhubes a fait beaucoup plus de voix qu'eux et avec 10 000 fois moins de moyens mobilisés et de ressources mobilisées. Donc, la base de Gorhubes est bien implémentée au Sénégal. Partout où nous sommes, on arrive à des positions très satisfaisantes. Quand on regarde par exemple Saint-Louis, Gorhubes arrive à la 3e position devant les coalitions comme Djambangjérine. Et donc, dans beaucoup de zones comme ça, à Nguerhor, Gorhubes arrive 2e position devant toutes les grandes coalitions. À Bambey aussi, Gorhubes a devancé beaucoup de coalitions. Donc, les zones où Gorhubes est implémenté, les populations ont répondu présent. Mais il fallait maximiser ce choix-là et tirer le maximum de votes sur ces populations qui, d'habitude, depuis les élections locales, sont avec Gorhubes. Maintenant, le travail va continuer. Nous allons continuer à renforcer Gorhubes, aller travailler dans les endroits où nous ne sommes pas encore, dans les endroits où nous sommes bien implémentés, refaire le travail, remobiliser les sympathisants, les militants,
et continuer à construire notre parti, notre coalition et notre projet politique. Et aujourd'hui, au-delà de Gorgui Bess, quelle analyse faites-vous en tant qu'acteur politique des résultats de ces élections législatives? PASTEF qui se retrouve avec son 30 députés, la coalition Taku Walou dirigée par l'ancien président de la République Macky Sall et son prédécesseur Abdoulaye Wade a 16 députés et elle a plutôt finalement la coalition, un groupe parlementaire avec l'arrivée ou bien même l'aide d'Abdou Karim Sall et la coalition Sam Kadou dirigée par l'actuel maire de Dakar qui a 3 députés et même l'ancien ministre Amadou Ba qui a 7 députés. Quelle lecture faites-vous aujourd'hui de ces résultats? Puis en fait, c'est les Sénégalais qui ont décidé de rester cohérents face au choix du 24 mars. Les Sénégalais avaient plusieurs discours en face. On leur a dit que ce n'est pas une bonne idée de donner tout le pouvoir à un seul groupe. Notre groupe, PASTEF leur a dit, oui, à la majorité, c'est-à-dire que ce n'est pas une bonne idée de donner le pouvoir exécutif à un parti, lui donner le pouvoir législatif et puis beaucoup de force par rapport au pouvoir judiciaire. Ce qu'on a toujours eu au Sénégal, c'est un groupe qui détient l'ensemble des pouvoirs et on attend qu'il change de pays. Cette fois-ci, pour une fois dans l'histoire, on a proposé de faire autrement. Une partie va avoir un des pouvoirs et puis d'autres entités de la République auront d'autres pouvoirs. Par contre, le discours de PASTEF, ça a été de dire si vous ne nous donnez pas la majorité, nous n'aurons pas les instruments pour gouverner. Parce que des membres de l'opposition disaient quand même que s'ils ont, eux, la majorité à l'Assemblée nationale, ils vont bloquer. Donc moi, je n'ai pas entendu ça. Je n'ai pas entendu ça. Ça, je pense que déjà... Diaz l'a dit dans une interview sur une télévision sénégalaise. Bon, Barthélemy, de toutes les façons, il dit tout le temps beaucoup de n'importe quoi. Mais la question n'est pas là. Gorgui Bess était là pour dire clairement les choses que les patriotes, les souverainistes que nous sommes, veulent aller à l'Assemblée nationale pour protéger et défendre la volonté du peuple sénégalais qui a triomphé au 24 mars. L'autre partie des patriotes a dit clairement que ce qu'ils veulent, c'est d'avoir les instruments pour gouverner. Donc aujourd'hui, je pense qu'ils avaient déjà les instruments pour gouverner. On les a donnés en plus l'Assemblée nationale. Ils ont l'ensemble des cartes en main et nous leur souhaitons de réussir ce qu'ils veulent faire pour le peuple sénégalais. Maintenant, à nous de continuer à travailler pour être des garants, mais en dehors de l'appareil politique, à nous de nous saisir de la vision qu'ils veulent faire ou déployer du Sénégal, donc la vision déjà 2050, mais qui est déclinée en plan quinquennal 2025-2029. Et sur ces propositions, il y a énormément de sujets qui sont importants. Déjà, la question de l'électricité, la question de l'eau, sont des questions primordiales que nous avons inscrites dans notre contrat de législature. Et nous voyons aujourd'hui au Sénégal, il y a déjà des tensions sur ce sujet-là. On ne sait pas encore si les subventions à l'énergie vont sauter, les conséquences que ça va avoir sur les populations. Mais tout ça, en tant qu'acteurs politiques, nous devons nous en saisir maintenant, en parler, aider le gouvernement à avoir une bonne vision de ce qu'ils vont faire. Parce que ce qui risque de se passer, c'est qu'il y a le gouvernement avec le président Ousmane Sonko qui va donner la ligne de conduite et que tout le monde sera senti obligé de le soutenir quoi qu'il arrive. Et quand c'est comme ça, il risque d'avoir des erreurs. Quand il y a quelqu'un qui est adulé à ce point et que tout ce qu'il dit, il n'y a pas de contradiction, c'est ce que nous voulons éviter aux Sénégalais. Si aujourd'hui, on ramène à l'Assemblée nationale des projets de loi et que ces projets de loi-là, tout le monde dit, OK, comme ça vient du gouvernement, comme ça vient du président, comme ça vient du Premier ministre, on va voter comme ça. Une majorité sert à quelque chose, mais Ousmane Sonko, leader de PASTEF, a dit à ses députés, soyez des députés du peuple et non des députés de Sonko. Donc on peut avoir espoir que les choses peuvent quand même être changées à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on espère. C'est ce qu'il fallait dire, il l'a bien dit, et on espère que les députés vont se comporter comme ça. Moi, ce que je dis, c'est que les gens se sentent obligés d'être dans une solidarité aveugle quand ils sont dans ces conditions. Personne n'osera dire voilà, le président ou le premier ministre a un projet de loi et je pense que c'est mauvais, c'est mal écrit, ou il y a eu d'autres alternatives. Très souvent, les gens suivent. Donc ça, c'est l'expérience qui nous a montré ça depuis l'indépendance, ça se passe toujours comme ça. On a voulu que cette fois-ci, que ça ne se passe pas comme ça. Qu'il y ait des gens à l'Assemblée nationale pour dire que nous voulons que ce que vous voulez réussisse, mais il y a d'autres méthodes, il y a d'autres moyens, ou bien il y a d'autres alternatives. Maintenant, on peut le faire sans être dans l'Assemblée nationale, en espérant que ce que nous allons continuer à dire va avoir des échos et va aider le pays à rester sur la bonne trajectoire. Parce que ce qui va se passer dans les 2 ans à venir, 3 ans à venir, le gouvernement va essayer de mettre en œuvre les promesses,
mais les promesses n'auront pas de résultats tout de suite. Le temps que ça se met en place, il y aura beaucoup de difficultés, beaucoup de souffrances. Il faudrait que les populations le comprennent. Il ne faudrait pas qu'une certaine opposition puisse veulent en profiter pour dépeindre ou peindre le pays comme quelque chose qui ne fonctionne pas. On sait qu'il y a un processus. Le processus va prendre du temps, mais tout cela doit être garanti ou surveillé par des Sénégalais qui ne sont pas forcément assujettis ou dans le suivi d'un parti politique, qui ont cette liberté de dire qu'ils veulent qu'ils réussissent, mais qui sont assez libres pour dire ce qui ne va pas. Alors justement, l'Assemblée nationale a été installée le lundi 2 décembre. Nous avons vu Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal, tête de liste également du parti PASTEF, leader de ce parti, démissionné de son poste de député. Il reste donc à la primature. Quelle lecture faites-vous de cette décision? Je pense que c'est une bonne décision, c'est une excellente décision d'ailleurs. Il ne pouvait pas tout arrêter, redonner à quelqu'un, donc le pays allait redémarrer. Vu qu'il a commencé à prendre l'ensemble des sujets en main, il commence à bien gérer ce qu'il a. Donc je pense qu'il a le bon profil pour continuer. Parce qu'en réalité, le Premier ministre gouverne le pays avec son gouvernement. Donc il avait promis aux Sénégalais de gouverner. Il voulait être président de la République pour gouverner. Donc c'est sa place et on espère qu'il va pouvoir mettre en œuvre l'ensemble de sa vision et de sa volonté pour le Sénégal. Et à votre avis, quels sont les chantiers auxquels ce gouvernement doit s'attaquer puisque les Sénégalais l'ont donné la majorité à l'Assemblée nationale? Oui, il y a énormément de chantiers. Maintenant, nous, on avait proposé des urgences. Il y a plein d'urgences auxquelles il faut s'attaquer. Il faut d'abord s'attaquer aux urgences des travailleurs. Parce qu'aujourd'hui, dans le pays, il y a les travailleurs, les petits travailleurs, les ouvriers, les artisans sont dans des conditions précaires. Les gens travaillent et restent pauvres. Et c'est la question principale qu'il faut trouver. La sécurité du travail, revoir les contrats, le contrat de travail, le code du travail, pour que les gens puissent vivre de leur travail décemment et puis espérer avoir des cotisations santé, se soigner quand ils sont malades, avoir une cotisation retraite. Parce que les travailleurs construisent le pays. Et pour construire le pays, il faut des gens solides. Si on prend l'exemple du secteur des ouvriers du bâtiment, aujourd'hui, on a un gap de 300 000 logements en manque dans le pays. Et chaque année, il y a 12 000 logements qui viennent s'ajouter dans la demande. Et aujourd'hui, on est en capacité de construire que 7 000 logements au niveau du Sénégal. Donc, ça veut dire que la main-d'œuvre dans les ouvriers du bâtiment doit exploser si on veut satisfaire la question du logement. Et satisfaire la question du logement va régler le problème des loyers, parce qu'on ne peut pas le régler avec des décrets. On a vu plusieurs décrets du président Macky Sall, ne peuvent pas régler cela. La seule chose qui peut le régler, c'est d'inverser la demande et l'offre. Et ça, c'est en construisant le maximum dans les centres urbains, soit à Dakar que dans d'autres grandes villes. Et si on voit le gap et la capacité aujourd'hui, on sait que dans l'avenir, le Sénégal aura besoin de beaucoup d'ouvriers, d'artisans, d'ingénieurs dans le bâtiment, dans le BTP. Mais cela, pour que les gens aient envie d'être dans ce secteur, il faut sécuriser ce secteur. Il faut des lois qui les protègent. Il faut relever le taux journalier de paiement. Il faut que les gens ne puissent pas faire des licenciements abusifs. Donc, c'est tous ces éléments-là qu'il faut faire. Je pense que ceux qui vont construire le Sénégal, si on les sécurise déjà, c'est l'urgence principale. Et une fois qu'ils sont sécurisés, les gens seront suffisamment à l'aise pour prendre en main la construction de ce pays. Et donc ça, c'est l'une des urgences que Gorgui Bess voulait porter à l'Assemblée nationale. Nous allons continuer à le porter en dehors et montrer des voies et moyens d'y arriver. Et puis, il y a plein d'autres urgences. Sur la vision stratégique, on l'a dit aujourd'hui, sur la question de l'électricité, la question de l'eau, la question de la connexion Internet, où ça commence à bouger. Donc ça, c'est des sujets, c'est des intrants qui vont permettre au peuple sénégalais d'avoir des outils pour auto-entreprendre, pour avancer, pour créer de la richesse elle-même, sans attendre le gouvernement. Donc ces urgences-là sont nécessaires. En plus de cela, il y a les chantiers. Et pour ça, il faut que les caisses de l'État soient quand même remplies. Alors que le Premier ministre du Sénégal nous parle d'avoir hérité d'un pays en ruine. Oui, alors... Des chiffres qui ne sont pas sincères, falsifiés par l'ancien gouvernement. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de résoudre les problèmes auxquels vous avez tout à l'heure énuméré en espace peut-être d'une année ou même de 8 mois ou de 10 mois? Dans tous les cas, il faut trouver des solutions parce que les gens sont élus pour avoir des solutions.
Maintenant, il faut prioriser. Effectivement, la question principale qu'on se pose quand on lit le projet Sénégal 2050, c'est la question du financement. Parce que le financement est énorme. Sur les 5 ans, il y a un besoin de financement de presque 18 000 milliards. Et cet argent-là, on pense le trouver à l'intérieur du pays, en mettant moins d'endettement, parce que le taux d'endettement est déjà très élevé. Mais pour cela, il y a beaucoup de moyens. Déjà, la réduction du train de vie de l'État, c'est quelque chose dont on parle de régime à régime, mais aujourd'hui, ce n'est pas encore en place. Donc concrètement, quand on regarde le gouvernement en place, il n'y a pas encore cette philosophie profondément ancrée. Il n'y a pas encore cette vision de réduction du train de vie de l'État. On a gardé les structures, on a changé les hommes. Ah, mais il y a des structures aujourd'hui qui vont être peut-être supprimées. Oui, il faut aller dans ce sens. Dans cette 15e législature, ce que je dis, le Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental. C'est déjà bien. Ce que je dis, jusqu'à maintenant, ils ne sont pas encore totalement dans cette voie. Il y a des prémices qui arrivent, mais il faut aller profondément. Profondément. Donc, quand on voit déjà au niveau de la présidence qu'on reconduit des charges de mission, sachant qu'ils n'ont pas de mission, il y a énormément de choses. Parce que l'État, aujourd'hui, fonctionne de façon très pléthorique, mais c'est tentant de changer des hommes et d'y mettre d'autres hommes, mais il faut profondément arrêter tout ça. L'administration, il y a beaucoup de choses. Mais je pense que la réduction du train de vie de l'État, c'est le sujet principal déjà pour trouver de l'économie. Mais ça, il faut le faire avec courage, sérieusement. Mais quand je vois ce qui se passe avec tous ces gens-là qui veulent transhumer, courir par-ci par-là, ils cherchent des places. Mais je pense que tous ces gens-là, le Premier ministre doit leur dire... entendre, est-ce que vous voulez dire qu'il n'y a pas encore de rupture? Cette rupture tant prônée par le PASTEF? Alors, la rupture n'est pas un mot galvaudé qui peut être vu d'un seul angle. Il y a des ruptures dans certains domaines, dans d'autres domaines, il n'y a pas de rupture. Je l'ai dit tantôt, la manière dont l'État fonctionne, le pouvoir exécutif prend l'ensemble des pouvoirs avec le législatif, ça, c'est pas une rupture, ça a toujours été comme ça. Donc, c'est une continuité dans ce domaine-là. Dans le fonctionnement de l'État, l'architecture, il y a des ministres, des secrétaires d'État, assez de directions, tout ça, il n'y a pas encore changé. C'est la même chose. Mais et puis, il y a des ruptures dans d'autres domaines. Oui. Mais ce que nous voulons, c'est qu'il y ait de vraies ruptures dans l'ensemble des domaines. Et sur la question de la réduction du train de vie de l'État, il faut qu'il y ait une vraie rupture. Et je pense qu'il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Ce sera la question la plus difficile parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent des postes de nomination, qui attendent d'être récompensés. Voilà, des maires qui quittent le navire de la paix pour aller voir les prairies vertes de PASTEF et beaucoup de gens comme ça qui sont... Dans votre localité, c'est le cas? Oui, à Nguékhor, c'est le cas. Certains ont quitté la mouvance présidentielle, l'ancien régime, pour aller rejoindre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye? Oui, énormément, vous l'avez vu sur ces élections. Maintenant, toutes ces personnes, bon, ceux qui sont compétents peuvent être placés. Ceux qui n'ont aucune compétence, qui ont fait des malversations et qui veulent être protégés, il faut les mettre de côté sans état d'âme. C'est ça la rupture. Mais la question principale, c'est pas ça. C'est de réduire le train de vie de l'État. Maintenant, quand on réduit le train de vie de l'État, il y aura moins de place à distribuer. S'il y a moins de place à distribuer, la question qu'il faut se poser, il faut choisir les meilleurs. Pour choisir les meilleurs, il faut aller vers l'appel à candidature. Donc l'appel à candidature devient aussi une des urgences à mettre à l'Assemblée nationale. C'est aussi une proposition forte de Gorubès dans le contrat de législature. Parce qu'il faut que les meilleurs soient au poste de responsabilité pour changer le Sénégal. Et la seule façon de le faire, c'est l'appel à candidature. Et je pense que très rapidement, ils vont remettre l'appel à candidature sur la table, remettre l'ensemble des postes déjà distribués en jeu et laisser les Sénégalais venir postuler et qu'ils choisissent les meilleurs. Et les meilleurs Sénégalais vont pouvoir construire le Sénégal. Mais si on laisse voilà, dans des directions, on trouve des directions qui ont les mêmes fonctions que dans des sous-directions des ministères. Donc déjà, on ne sait même pas ce qu'ils font. Voilà. Aujourd'hui, la tendance mondiale, c'est ça. Il y a des spécialistes de l'efficiency, c'est-à-dire réduire, faire ce qui est efficient, efficace, pour que l'État ne gaspille rien en fonctionnement
Je pense qu'on va aller dans ce sens dans les jours à venir. Et le Sénégal a élu un président jeune, Bassirou Diomaye Faye, âgé de 44 ans. Le 25 mars 2024, on a élu un président jeune. Alors, est-ce que ce n'est pas un moyen de changer la façon de faire de la politique au Sénégal? Parfois des attaques, des insultes, des invectives et moins de propositions quand même de la part des acteurs politiques sénégalais. Oui, bon, je l'ai dit tantôt, tu as cité un acteur politique, Barthélémy Dias, qui fait partie des gens qui disent du n'importe quoi dans l'arène politique. Et vraiment, et lui, il fait partie des jeunes. Donc, il y a des jeunes qui se comportent comme la vieille génération. Peut-être qu'ils ont appris la politique avec la vieille génération. Mais ce qui est sûr, la nouvelle génération qui fait de la politique, le fait avec des idées, avec une bonne vision. Et ces idées et ces visions-là doivent s'imposer au fur et à mesure que nous continuons à travailler pour l'action politique du Sénégal. Donc le président Bassirou Diomaye Faye fait partie de cette nouvelle génération qui doit rompre avec l'autre génération. Nous sommes dans cette même vision et nous voulons que chaque acteur politique puisse faire de la politique de cette manière-là. Et depuis quelque temps, on entend des membres de l'opposition dire qu'ils vont peut-être observer le silence, ils vont peut-être plus critiquer, puisque les Sénégalais ont donné la majorité à Ousmane Sonko, leader de PASTEF. Vous êtes de cet avis? Une opposition qui observe le silence? Oui, parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'est l'opposition. L'opposition, ce n'est pas critiquer. Chaque Sénégalais doit s'exprimer sur chaque sujet qui se passe. Donc, soit on se dit qu'on donne des idées nouvelles, on donne des orientations, ou bien on dénonce s'il le faut. Mais il n'y a pas à ne pas parler, parce que quand on est acteur politique, il faut avoir une vision plus large que de critiquer. Maintenant, s'ils pensent que leur rôle d'opposition, c'est juste de critiquer, ben c'est dommage. Il faut leur rappeler que l'opposition, ce n'est pas que des critiques, c'est des propositions, c'est des suggestions. C'est aussi aller parler aux Sénégalais, parler de son projet, de sa vision, donner des alternatives. Et ça, personne ne leur empêche de le faire, ils peuvent continuer de le faire. Et en tant que jeune leader, quel rôle comptez-vous continuer à jouer? Alors nous faisons partie des acteurs qui vont continuer à implémenter cette vision souverainiste panafricaine, patriote, que la jeunesse épouse. Nous faisons partie de ces leaders qui pensons que cela doit émerger et s'implémenter définitivement au Sénégal. Notre rôle en tant qu'acteur politique, c'est de nous battre pour la souveraineté totale de notre pays. Et cette souveraineté est en train d'être mise en place. Nous félicitons le président de la République pour les démarches pour faire reconnaître le massacre de Thiaroye, parler des bases militaires au Sénégal, les bases militaires françaises au Sénégal qui doivent partir, la question du franc CFA. Donc il y a énormément de sujets. La souveraineté industrielle avec aujourd'hui la majorité des grandes entreprises qui sont des entreprises étrangères ou des filiales d'entreprises étrangères. Notre rôle, c'est de nous battre pour que ce pays nous appartienne effectivement et définitivement. Et ça, nous sommes dans cette dynamique et nous allons continuer dans ce sens-là. Il y a 5 ans, vous aviez sorti un livre intitulé « Les 7 clés des acteurs du changement ». Au vu de votre engagement panafricain, que vous inspire aujourd'hui la renaissance du massacre de Thiaroye 44? Oui, effectivement, je le disais tantôt. Donc, dans le livre « L'Afrique au sommet du monde », les 7 clés des acteurs du changement, l'idée, c'était vraiment de rappeler la place de l'Afrique dans le monde, mais aussi donner des actions, des clés à cette jeunesse qui doit se battre pour permettre à l'Afrique de revenir au sommet du monde. Maintenant, le président Bassirou Diomaye Faye, le premier ministre Ousmane Sonko ont bien fait de taper sur la table pour dire que ça ne se négocie pas. Vous avez massacré les tirailleurs, c'était lâche, c'était vraiment c'est inqualifiable. Aujourd'hui, la France reconnaît cela. Il faut aller vers tardivement, 80 ans plus tard, mais il y a énormément de sujets. Moi, ce que je dis, ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est que l'ensemble des archives qui appartiennent au Sénégal, qui sont en France, il faut les récupérer. Vous savez que le procès Mamadou Dia Senghor a été enregistré. Ce serait intéressant que les Sénégalais aient accès à ces vidéos. La France les a gardées et les a mis secret défense. Normalement, le secret défense tombe en 2023. Aujourd'hui, on peut en avoir accès. Il y a tout un pan de notre histoire comme ça, des choses qui se sont passées, qui définissent ce qu'est le Sénégal, qui ont été pris par la France dans ses archives et qui se les appropriés. Maintenant, les nouvelles autorités sont dans cette voie. Il faudrait que tout le monde les encourage à continuer à réclamer ce qui nous appartient, nos archives, et qu'on puisse, nous, Sénégalais, saisir notre histoire et relancer une nouvelle vision de ce que nous sommes
et à partir de là, construire la nation souveraine que nous voulons construire. Et c'est la fin de notre émission. Votre dernier mot, Ahmed Diallo. Merci Fatou Abdou, merci à Afrique 1. Donc c'était un Qu'est-ce que vous dites plaisir. aux habitants de Guerre-Or? Effectivement, j'allais en venir, c'est un plaisir de venir ici. Et donc à partir de Paris, je fais un message important aux habitants de Guerre-Or pour leur dire que votre fils Ahmed Diallo est totalement engagé toujours pour Guerre-Or, entièrement pour Guerre-Or. Et à chaque fois que nous prenons la parole, nous pensons d'abord tout ce que nous pouvons apporter à notre commune Guerre-Or. Et ce travail-là, nous allons le continuer avec l'ensemble des personnes qui, depuis des années, nous aident, nous accompagnent. Et soyez-en rassurés, la commune d'Nguerkor va changer. La commune d'Nguerkor fera partie des meilleures communes du Sénégal dans les années à venir parce que nous y croyons, parce que nous y travaillons et parce que nous allons le réussir ensemble. Merci beaucoup, Ahmed Diallo. Je rappelle que vous êtes acteur politique sénégalais, leader également du parti politique Goribès Anta, Alliance nationale pour la transparence et l'abondance. C'était votre émission Face à Face sur Africain, le premier média basé en France et spécialement et entièrement dédié à la diaspora d'Afrique francophone. Merci à tous d'avoir suivi. Rendez-vous prochainement. Au revoir.